d'avoir accepté de partager ton expérience. Avant de Plaisir. commencer notre discussion, je me présente rapidement. Je suis Youssef Takali, j'ai 28 ans. Je fais partie de la troisième promotion du bootcamp de Maestro. Et c'est dans le cadre de cette expérience que j'ai donc la chance d'animer ce magnifique webinar. Et je vous invite à me poser toutes vos questions si vous en avez. Question, c'est quoi Maestro? Maestro, c'est un bootcamp pour les futurs meilleurs product managers. Et en 7 semaines, donc, nous avons des cours intensifs et du coup, qui permet de connaître un petit peu tout le métier du product manager. Donc, voilà. Donc, Antoine Laurent, cofondateur et président de Hublot, anciennement Medgo, c'est ça? Je le présente. Yeah. Yes. C'est donc une plateforme de gestion de personnel qui permet un peu de matcher les établissements de santé avec les personnels disponibles. Va nous présenter un petit peu son parcours. Et donc, Antoine, si tu pouvais un petit peu présenter ton parcours en quelques mots, c'est à toi. Ah ouais, il y a même une slide pour m'aider, c'est excellent, merci. Ouais. Merci Youssef. J'ai pris sur LinkedIn, hein, tu m'en veux pas. Non, ouais, t'as bien fait. Au cas où tu te souviennes pas, on ne sait jamais. Hein. C'est bien, ça me rappelle des souvenirs. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. J'espère que je pourrai vous partager quelques éléments intéressants sur l'entrepreneuriat, le produit, ce que vous voulez. Enfin, l'idée, c'est que je puisse répondre à vos questions. Mais là, pour me présenter en quelques mots, effectivement, moi, à ma sortie d'école, j'ai bossé pendant 4 ans en conseil en stratégie. Conseiller en stratégie, ça veut à peu près tout et rien dire, mais je faisais des projets pour accompagner des entreprises, plutôt des grosses entreprises, sur des sujets assez divers et variés autour de la stratégie. Et petit à petit, je me suis spécialisé sur des sujets de santé. J'ai beaucoup travaillé pour des entreprises dans la santé, ce qui m'a donné le goût, l'intérêt, l'appétence pour ce secteur. Et après 4 ans de conseil, j'avais envie de faire quelque chose de plus opérationnel, d'avoir un vrai impact derrière les décisions que je prenais, mon travail au quotidien. Donc j'ai quitté le conseil et j'ai fait le wagon. Donc le wagon que je pense certains d'entre vous doivent connaître, qui est aussi un bootcamp, mais plutôt pour la partie tech, pour devenir dev ou pas, ou pour entreprendre, mais en tout cas qui donne un vernis tech. C'est là que j'ai rencontré Mehdi. Pendant 2 mois, on a codé en Ruby on Rails ensemble. J'ai sorti avec mes 2 compères de l'époque du wagon un site qui s'appelait à l'époque Rempla Match, qui était une sorte de Airbnb pour mettre en relation des médecins et des médecins remplaçants. C'est ça le tout premier MVP de Medgo ou de Hublot. Que j'avais développé moi-même et j'ai commencé à pousser cette idée avec un copain d'école qui est devenu mon premier associé et rapidement on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait le bon produit, donc on a pivoté sur ce qu'est Hublot aujourd'hui au bout de 6 mois. Donc ça c'était en septembre 2016. Septembre-octobre 2016, on a pivoté, on s'est associé avec une troisième personne qui aujourd'hui est notre CTO, et c'est à partir de ce moment-là où Hublot a vraiment démarré. Et de cette époque, fin 2016 à aujourd'hui, on est passé de 3 à 60 personnes. Il s'est passé pas mal de choses entre-temps sur lesquelles je reviendrai avec plaisir. D'accord, très bien. En fait, ouais, j'allais en venir justement à comment, en fait, quelle est la genèse de ce projet, comment ça s'est créé. Donc, tu nous as un petit peu résumé, mais si tu pouvais comment tu as trouvé en fait la problématique, c'était quoi, et dans le milieu hospitalier, comment t'en es venu à là en fait pour avoir cette idée-là, justement. Alors Youssef, excuse-moi, j'interromps. Juste avant d'enchaîner sur cette première magnifique question, est-ce qu'on peut juste montrer un petit peu le déroulement, comment ça va se passer pendant 1 heure? Ah oui, excusez-moi, pardon. Alors, c'est pas grave. Bon, alors, le programme du FireChat, on va commencer avec une partie 1, donc l'entrepreneuriat. Donc, l'idée à la création d'entreprise d'Antoine. Ensuite, on va aller un peu plus vers le produit, donc l'utilisation du produit et son évolution, pardon. Et du coup, l'impact aussi, bien sûr, qu'il y a eu le Covid et ses actions. Et à la fin, on terminera, bien sûr, avec le recrutement, les profils que
envisages, que tu recherches dans ta société. Donc voilà le programme du FireChat. Tout est bon? Nickel. Nickel. Et ben du coup, pour répondre à ta question, Youssef, sur la genèse de l'idée qui rentre dans cette première partie, comme je le disais, le MVP, je l'ai codé alors que j'étais encore au wagon. Et l'idée, en fait, elle venait comme souvent, je pense, pour pas mal d'entrepreneurs, d'un sujet perso. Moi, ma mère était kiné, faisait des remplacements et elle utilisait des sites de petites annonces qui étaient horribles, hyper mal faits, avec une UX et une UI horrible. Et je me suis dit, il y aurait peut-être quelque chose à faire, quelque chose de mieux pensé, mieux construit et mieux designé. Et donc, partant de ce constat, j'ai pitché l'idée au wagon devant la classe et le projet a été retenu parmi la dizaine de projets sur lesquels on a travaillé à la fin du wagon. Et on a sorti ce premier site. Et en fait, là où on a été assez chanceux, c'est que direct après, donc le wagon se finissait un vendredi soir, on avait un MVP qu'on avait codé en 15 jours, et il y avait un Startup Weekend Santé qui était organisé. Et à cette occasion, on était une dizaine, on a bossé 48 heures en mode Startup Weekend, donc en dormant très peu et de façon hyper intensive. Et on a poussé l'idée, l'approche business en faisant une centaine d'interviews avec des médecins pour vraiment tester notre product market fit. On avait un bout de produit et ce Startup Weekend, ça a été un moment pour tester le product market fit de façon très intense et très rapide. Et on a eu d'excellents retours. On a gagné le deuxième prix lors du week-end. Et donc, un peu par la force des choses, je suis arrivé là avec un produit validé par le marché. Ce qui manquait, c'était l'envie d'entreprendre. En fait, j'étais pas parti pour monter une boîte quand j'ai fait le wagon ou quand j'ai quitté mon taf précédent. Et par la force des choses, je me suis dit, bon, bah, il faut quand même se lancer. Il y a vraiment un créneau. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et donc, comme je l'évoquais, j'étais rejoint rapidement dans l'aventure par un copain d'école que j'avais convaincu. Et pendant 6 mois, on a donc finalisé le développement, enfin la conception, le développement de ce Airbnb pour les médecins, pour qu'ils trouvent des remplaçants quand ils partent en vacances. Et on a contacté des centaines, voire milliers de médecins pour leur proposer de s'inscrire, que ce soit des praticiens installés ou des remplaçants. Donc voilà comment l'idée est née et comment on a trouvé notre premier product market fit. Mais en fait, c'était pas le bon product market fit. Pas tout à fait. Et comment tu as su du coup que c'était pas le bon et comment tu as. À partir de quoi? À partir de quelle base tu t'es. En fait, on avait un produit qui marchait, mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte de deux problèmes. Bah, ça fait le lien avec une question qui je vois, vient d'être posée sur le business model. Déjà, c'était hyper difficile d'aller chercher des médecins parce que c'est un marché très fragmenté. C'est presque du B2C, mais il faut le cibler comme en B2B, d'une part. Donc, c'est hyper coûteux en termes de coût d'acquisition d'aller convaincre des médecins. Et d'ailleurs, Doctolib, dont c'est le métier, investit des millions sur ça. Et ça leur coûte très cher. Et d'autre part, on avait justement du mal à trouver notre, notre business model. Pardon. On savait que c'était un pain point. Les médecins ont beaucoup de mal à trouver des remplaçants quand ils partent en vacances et ils s'en plaignent beaucoup. Mais on a testé différentes idées de pricing, comment monétiser ça. Et finalement, il y avait, même s'il y avait le pain qui était ressenti, désolé pour le franglais, mais la willingness to pay, en fait, était très faible, voire nulle. Et on ne voyait pas comment en sortir. Donc, on s'est tourné vers les hôpitaux, cliniques et EHPAD et on s'est dit, bah, peut-être que notre solution, elle va les intéresser et on va pouvoir, eux, les faire payer pour le service qu'on apporte. Et quand on a parlé à 10, 20, 30 DRH ou directeurs de cliniques et hôpitaux, en fait, ils nous ont tous dit, ouais, ce que vous faites, c'est bien, gérer les remplacements de médecins, c'est bien, mais nous, ce dont on a besoin, ce n'est pas exactement ça. On aurait besoin d'une plateforme qui permet plutôt de nous aider à gérer l'absentéisme, à boucher les trous dans les plannings, à trouver des remplaçants quand on a du personnel absent, mais hors médecin, en fait. Parce que les médecins, c'est 10%, 15% de nos équipes et ils sont assez autonomes, en plus, les médecins. Par contre, tout le reste, il y a beaucoup d'absentéisme, c'est beaucoup de turnover. On fonctionne en 24 heures sur 24, nous, et on a énormément de mal à trouver du personnel et on perd un temps fou. Et en plus, on fait souvent appel à l'intérim qui coûte cher à l'établissement
alors que ça n'apporte pas forcément toujours de la valeur. Donc, c'est en confrontant notre premier produit, notre premier product market fit à des vrais clients potentiels, on s'est dit, c'est pas exactement ça notre product market fit. Et on a changé, on a reconstruit le produit à partir de zéro. Donc là, cette fois, c'est plus moi qui m'en suis chargé, c'est notre CTO avec qui le troisième associé. Et on est reparti de zéro à partir de ce moment-là. Et c'est à partir de ce produit, à ce moment-là, que Hublot a vraiment décollé. Et justement, par rapport à ça, donc la version alpha, ok, elle est cool, elle gagne le Startup Weekend. Elle arrive deuxième au Startup Weekend, on voit qu'il y a quelque chose qui a un intérêt. Version bêta, là, il faut un petit peu changer. On passe de rempla match à une solution plus intégrée, un SaaS RH pour les établissements de santé. Jusqu'où est-ce que vous êtes allé dans la version alpha pour la montrer? Est-ce que c'était juste une maquette, juste un bout de code? Jusqu'où vous êtes allé? Qu'est-ce que vous avez dépensé en temps et en argent? C'est une bonne question. Ça s'est fait en parallèle sur 3 mois, où dès le début des 3 mois, Adrien et moi, on est allé pitcher le produit sur la base de maquettes, 10 slides, 15 slides, où c'était des maquettes. On avait l'impression que c'était un produit, mais il n'y avait pas de produit. On avait pitché à des établissements de santé et les convaincre. Et beaucoup étaient convaincus. Ils disaient, votre truc, c'est trop bien, moi, je le veux. Et on se disait, ouais, bah, ça arrive, là, on va le déployer. Ça arrive, on prend rendez-vous dans 1 mois, dans 2 mois. Enfin, nos agendas étaient évidemment libres, mais on poussait un peu le truc parce qu'il n'était pas développé. Donc, voilà ce que ça nous a coûté d'une part. Et d'autre part, en parallèle, donc Chris, notre troisième associé CTO, avait 3 mois et il a sorti en 3 mois un MVP qu'on a pu mettre dans la main à l'issue des 3 mois de ses premiers clients. Donc, ce que ça nous a coûté, c'est du temps un peu de prospection de 2 des associés pendant 3 mois et 3 mois en parallèle de développement de notre CTO, sachant que ce que ça nous a coûté, c'est que de notre temps, puisqu'on on était tous les 3 associés, cofondateurs, et on ne se payait pas. Canon. Il y a eu une question, je pense, de Fabien. Non. Ah, c'est bon. Les prescripteurs ne sont pas toujours les acheteurs dans les établissements de santé, Fabien. Fabien ou Fab. Oui, c'est moi. De toute façon, je peux la poser à l'oral, hein, effectivement, je ne sais pas trop. C'est que tout simplement, donc, tu disais que tu es parti voir tous les établissements de santé durant 3 mois avec ta maquette, etc. Sauf que les personnes qui sont convaincues, les médecins, etc., ne sont pas forcément eux qui ont le pouvoir d'acheter le produit en fait, à la fin. Ou je me trompe, je ne sais pas qui tu avais en face de toi en fait. Non, tu as raison, ça dépend des cas, effectivement, de la taille de l'établissement. Parfois, le prescripteur est aussi l'acheteur. Mais souvent, nous, nos prospects et clients, ce sont des grosses structures. En fait, c'est du B2B et nos ventes, quand c'est des hôpitaux, c'est énorme. Même des cliniques, c'est comme une entreprise d'une certaine taille. Et donc, c'est des ventes assez complexes. C'est-à-dire qu'on s'adresse à plusieurs interlocuteurs et il faut convaincre les différentes personnes. Donc, si je te donne un exemple, si tu poses la question, tu dois un peu connaître le secteur, mais dans un hôpital, un gros hôpital, on va devoir aller voir le DRH, le directeur des soins, enfin le ou la, en chaque fois. DRH, directeur des soins, les achats, les systèmes d'info, les cadres de santé aussi, qui sont les utilisateurs, voir les cadres supérieurs de santé, voir les cadres de proximité lors d'une présentation globale pour les convaincre aussi. Donc, c'est une vente assez longue et assez complexe où il faut convaincre les différents interlocuteurs. C'est pour ça qu'au début, nous, quand on était plutôt au début, on a plutôt commencé par les cliniques privées parce que moins de personnes et on essayait de cibler directement le directeur de la clinique en ciblant en ciblant, je dis en ciblant, mais on a testé des dizaines, voire des centaines, et on tombait sur ceux qui étaient un peu les plus digitaux, innovants, qui avaient envie de voir 3 jeunes, jeunes ou moins jeunes, mais qui avaient un produit innovant et qui se disaient, ouais, ça peut être cool. Donc, pour trouver les pilotes et les premiers clients, il faut essayer de tomber aussi sur ceux qui sont innovants et qui sont prêts à prendre un risque d'achat. Et tu n'avais pas le problème du référencement, de dire, voilà, votre produit n'est pas référencé aujourd'hui, ou alors de se dire comment vous allez traiter les données, tout ce qui est hébergeur de santé, etc. Ce n'est pas les premières questions qu'ils t'ont posées? Alors, référencement, c'est uniquement pour les marchés publics. Donc, pour le public, oui, mais il y a certains seuils. Et nous, en tout cas, à l'époque, on était en dessous des seuils des marchés publics pour contractualiser. Donc, ça n'a pas été un problème, mais après, ça l'est devenu.
Et la deuxième, excuse-moi, j'ai déjà oublié ta deuxième question, c'était C'était je t'ai dit oui sur la partie référencement et je t'ai dit, je ne sais plus maintenant. Tu m'as perturbé tellement je t'écoutais. On va peut-être passer à une autre question. Tu avais une autre question, Youssef Moi, je voulais juste demander, du coup, juste par rapport à la fusion qu'il y a eu justement avec Hublot, est-ce que vous avez du coup fusionné avec un des concurrents ou comment ça s'est passé? Comment s'est fait cette rencontre justement et pourquoi en fait? Pourquoi ça s'est fait? Donc ouais, pour la deuxième partie de la question, c'était sur le traitement des données de santé. Nous, on ne traite pas de données de santé dans notre produit, c'est pour ça que ce n'est pas un problème. Il n'y a aucune donnée de santé. Et pour répondre à ta question, Youssef, effectivement, on était 2 concurrents sur le marché et au bout de 3 ans, donc il y a à peu près 9 mois, toute fin d'année, enfin même plus, 11 mois, fin de l'année dernière, on s'est posé autour de la table avec notre concurrent de l'époque. Donc, nous, on était Medgo Woog. Et on s'est dit, ce qu'on fait, c'est bien, mais c'est dommage, on divise nos efforts par 2 en termes de développement produit, de développement commercial, enfin pour tout, on se tire dans les pattes, alors qu'ensemble, on pourrait être beaucoup plus fort. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on partageait la même vision qui était de digitaliser le secteur de la santé, d'apporter des outils super simples au quotidien pour simplifier la vie du personnel hospitalier et leur faire gagner du temps. Et surtout, ça s'est bien passé entre nous, entre associés des 2 entreprises. Et donc, au terme de pas mal de discussions, d'échanges, on a décidé de fusionner les 2 entreprises, ce qui s'est fait le 1er mai, en l'occurrence. D'accord. Tout s'est fait à distance pendant le confinement, toutes les négociations, les discussions. Et on a fusionné, on est devenu une seule et même entreprise le 1er mai, à l'occasion de laquelle on s'est renommé Hublot. Et avant cette fusion, bon, il se passe pas mal de temps, tu lèves pas mal, enfin, vous levez des fonds plusieurs fois, j'imagine. Comment ça se passe en termes de traction? À quel moment? En fait, ma question, c'est plus sur ta stratégie. Une fois que tu as trouvé le product market fit, sur quoi est-ce que tu mets l'accent? Est-ce que c'est sur le produit, l'amélioration du produit? Est-ce que c'est sur le commercial? Vendre. Et à quel moment tu sens que ça marche et tu appuies sur quel bouton pour que ça accélère? C'est un peu en fait à l'intersection de 3 choses. À l'intersection de l'enrichissement du produit, parce que tu mets ton produit dans la main des premiers utilisateurs et évidemment ton produit il est pourri au début. Enfin, il fait 3 pauvres trucs et tes clients ils te disent bah, moi j'aimerais ça. Tu l'as mis dans la main de ton premier client depuis 2 jours et tu as déjà une liste de 10 features manquantes. Donc, il faut à la fois être super réactif pour être à l'écoute de tes clients avec un aspect support, customer success ultra réactif, collecter toutes les données, les challenger, les tester et transmettre ça côté produit et tech qui était tout géré par nous 3. On n'était que 3 pour shipper des nouvelles fonctionnalités super vite et montrer à ton client, d'une, que tu les écoutes et deux, que ton produit, il évolue vite parce qu'il est encore hyper agile, parce qu'il est très jeune. Et en parallèle, tu te rends aussi compte que même avec un produit assez naissant, tes clients, ils sont contents. Et donc, tu décuples un peu l'effort aussi commercial en même temps en parallèle pour aller en chercher d'autres. Et surtout, une fois que tu as convaincu, on va dire même tes 3 premiers clients, les 3 premières cliniques, bah, tu peux aller voir les suivants commercialement et leur dire oui, on travaille déjà avec machin. Et on a des discussions, et puis tu en 6, 10 de plus. Et en fait, ça les rassure. Le plus dur, c'est de choper les 3 premiers. Et ensuite, derrière, si ton produit il est bon, tu as un product market fit et commercialement, tu es un peu bien processé ton approche et ta prospection, ben, c'est à partir de ce moment-là où ça décolle. Vous avez priorisé quoi sur la partie produit pur, vous avez priorisé quoi comme use case au départ, vos 2-3 use case, top use case que vous permettez de faire aux établissements de santé? Concrètement, si je parle métier de ce que ça apporte. Ouais. Le principal use case, le use case initial, c'était faire en sorte qu'une cadre de santé, une infirmière coordinatrice, au lieu de passer 30% de son temps par jour au téléphone à essayer de rappeler du personnel dès qu'il y a des absences, elle divise ce temps par 4 et elle
passe 100% dans l'outil et qu'elle pose tous ses besoins là-dessus. Donc ça, c'était le premier use case et on voulait le mesurer et on cherchait constamment à le mesurer, à rappeler les utilisateurs, à dire combien de temps vous passiez avant, combien de temps vous passez maintenant pour vraiment pouvoir le mesurer. Le deuxième use case, c'était de se dire avant d'essayer de savoir combien ils dépensaient en intérim sur des professionnels paramédicaux avant et de pouvoir le mesurer après et se dire en sollicitant directement des personnes via notre solution, de combien à combien ils passaient en dépenses d'intérim. Et ça, on cherchait à le réduire au maximum et à s'assurer que la relation était en direct entre l'établissement et les remplaçants pour réduire le budget d'intérim. Ça, c'était les deux principaux use cases et on a tout construit, vraiment toute l'approche là-dessus. D'accord. Est-ce que quelqu'un aurait des questions par rapport à l'entrepreneuriat, justement, avant de commencer la deuxième partie qui sera un petit peu plus ancrée vers le produit et son application? Non. Si personne n'en a, on pourra revenir dessus. Ouais, salut. Oui. Donc, Gonzague, donc moi je suis aussi de la promo Maestro en ce moment. Ah, il me parasite. Non, mais du coup, en fait, je voulais revenir un peu sur la fusion parce que je me demandais comment tu faisais pour convaincre les associés en face et derrière, parce qu'il y a aussi une notion de capital. Et derrière, comment est-ce que vous répartissez les tâches? Est-ce que les gars restent dans le projet? Quel rôle? Comment est-ce que les rôles sont à nouveau répartis? Parce que j'imagine que c'est des discussions qui sont quand même assez sensibles. Bien sûr, ça prend du temps et c'est souvent sur ces sujets-là que ça pète et que ça ne va pas au bout. Mais rapidement, la première chose, le premier milestone qu'on a atteint et qui a fait qu'on a continué dans la discussion, c'est qu'on s'est rapidement dit, parmi les 5 fondateurs, donc 3 et 2, on savait quelle serait la place de chacun dans la nouvelle aventure en raison de son appétence, de ses compétences, et on s'est mis d'accord rapidement là-dessus. Donc, c'était à la fois un coup de chance où on avait des compétences complémentaires, mais c'est aussi quelque chose, je pense, qui est assez rare dans des startups aussi jeunes où les fondateurs sont hyper attachés émotionnellement à leur boîte et veulent rien lâcher. Tu veux garder, tu as ton poste, tu veux. Et après, nous, je pense, les 5, on a réussi, enfin, par nos personnalités, on n'était pas trop comme ça. On était d'accord pour lâcher un petit bout de nous et faire en sorte de viser quelque chose de plus gros en lâchant une partie de notre capital ou de nos responsabilités précédentes. Donc, il n'y a pas de réponse miracle. Je pense que c'est aussi beaucoup une question de personne et d'être capable de faire des concessions et se dire, le succès de ta boîte cible fusionnée, il est tellement potentiellement plus gros que de ton succès individuel en tant que founder de ta boîte seule, que tu arrives à passer ça mentalement. Mais c'est pas évident, hein, et on s'est posé la question, je pense que chacun d'entre nous, des dizaines de fois au cours du process en disant est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je veux perdre tant de pourcents de détention? Est-ce que je veux perdre ça dans mon job? Est-ce que je veux rembosser avec eux? C'est pas évident. Et juste moi aussi sur l'entrepreneuriat, tu disais produit, on a fait un truc qui correspondait vraiment bien. Des use cases, on est parti de 2-3 use cases importants. Ensuite, on a développé. Traction, on a mis le paquet côté commercial. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu? Je ne sais pas, par exemple, le recrutement, la culture de Medgo, qui expliquent un peu votre réussite à travers le temps, quoi. Des choses sur lesquelles vous avez travaillé, qui étaient hyper importantes, que vous avez affinées. Je pense qu'il y a pas mal de choses, mais j'en citerai 2, je pense, qui nous ont différenciés d'autres startups qu'on a pu côtoyer lors de nos débuts. La première, c'est qu'on a vraiment toujours misé à fond sur l'UX. Nous, on est dans un secteur, dans la santé, des logiciels qui sont utilisés par les hôpitaux, les cliniques ou les maisons de retraite, c'est des vieux trucs un peu archaïques. C'est un secteur qui est un peu en retard en termes de digitalisation. Donc, mais on s'est toujours dit, on ne veut pas tomber dans le piège de ne pas viser une UX parfaite, une UI parfaite, pour avoir un produit où quand tu le mets dans la main de l'utilisateur, il se passe waouh. On n'a pas l'habitude d'avoir ça comme outil dans un établissement de santé. Donc ça, c'était vraiment
notre core focus est notamment sur la partie produit. Et après, le deuxième, c'était sur la stratégie commerciale, où pour le coup, commercialement, on a eu une approche d'être vraiment assez agressif, relancer constamment, ne rien lâcher, comme tout bon commercial. Mais je pense que il est aussi facile de se dire que les établissements de santé, ils veulent pas être harcelés. Il faut faire attention à la façon dont tu prospectes, dont tu les démarches. C'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que si tu veux vendre quelque chose dont tu es convaincu, il faut y aller, quoi. Et il faut rien lâcher. Et ça a quand même toujours été notre approche et ça a bien marché jusque-là. On aurait peut-être pu faire encore mieux, mais ça n'est pas trop mal sorti. Justement, une dernière question, peut-être une dernière question de Fab sur l'entrepreneuriat. Ouais. Ensuite, on passe à la partie produit parce que le temps passe. Oui, alors ça va être très rapide. Finalement, tu as parlé que l'idée de ce projet venait d'abord d'une expérience personnelle. Donc, tout simplement, comment tu as fait pour recruter, entre guillemets, ton premier associé, ensuite ton second? Comment tu as fait pour travailler avec d'autres ressources? Comment tu les as recrutés, attirés? Comment tu as fait pour les rémunérer ou pas? Voilà. Comment tu as fait au départ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se poser la question aussi. Ouais, mon premier associé qui est un ami, lui, il était un moment dans sa carrière où il était comme moi et ça faisait 4 ans qu'il bossait. Il avait envie de quelque chose d'opérationnel, de se lancer. On se faisait confiance et on s'est jeté à l'eau. Après, quand on s'est dit que moi, je pourrais pas être le CTO parce que j'étais pas assez compétent en ayant fait que le wagon. Il y a des gens qui sont très compétents, qui ont fait que le wagon, mais moi, en tout cas, non. Franchement, moi, j'étais pas très compétent après le wagon non plus et j'étais meilleur que toi. Hein. C'est pas sûr. Et après, alors pour trouver s'associer avec un CTO, honnêtement, c'est super dur. Et je pense qu'on a eu un coup de bol. Et il y a deux choses. Déjà, beaucoup de chance de tomber sur Chris et ça a super bien matché entre nous. Et après, ce qui a aidé, c'est d'une part que c'était pile au moment où on pivotait. C'est-à-dire qu'on a publié l'offre pour un CTO. On a dit on cherche un associé CTO pour faire ça, une plateforme pour les médecins. Et au moment où on a pris un café avec lui, dans un café pour un peu l'entretien, on lui a dit tout ce qu'on a écrit dans l'offre, on arrête en fait. On pivote, on va faire un nouveau produit, il faut tout reconstruire de zéro. Et donc, et nous, on était super chaud à ce moment-là parce qu'on avait compris notre nouveau product market fit. Donc, je pense qu'on l'a bien chauffé grâce à ça et bien motivé parce qu'on était super motivé. On était vraiment au sommet de la vague. Et lui, il s'est senti aussi qu'il arrivait pile au moment où ça recommençait. Donc, il redémarrait l'aventure entrepreneuriale avec nous et on repartait tous les trois ensemble et il ne rejoignait pas un groupe de 2 copains et comme la troisième roue du carrosse. Voilà. Et puis après, tout simplement, nous, on s'est associés à un tiers, ce qui fait qu'on était tous les trois sur un pied d'égalité. Et ça, pour moi, c'est la meilleure solution possible pour avoir un groupe fondateur qui fonctionne bien. Même si les avis divergent, je suis intimement convaincu que c'est le bon modèle. Ok, très bien. Vis-à-vis du produit, comment on va dire, l'application fonctionne-t-elle concrètement? Et est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de collaboration que tu as eu avec les établissements? Comment tu leur fais tout à l'heure, tu disais par rapport à ta stratégie numéro 1, qui est donc de former, on va dire, les entreprises, c'est ça, à utiliser l'application. Comment tu en es venu à là? Et juste un exemple, juste comment tu fais en fait, comment tu montres le produit et comment il marche. Alors, le produit, c'est assez simple. Il y a 4 grandes étapes quand on lance le produit dans un hôpital. La première, c'est que l'hôpital, il va inviter l'ensemble de son personnel à s'inscrire et l'ensemble de ses vacataires. Donc, c'est des personnes qui font des CDD d'1, 2 jours à s'inscrire également. Et donc, tous les volontaires s'inscrivent sur la plateforme. Et ensuite, dans chaque service, l'infirmière coordinatrice, la cadre de santé, elle va poster des besoins, plusieurs par jour, souvent, dès qu'il y a une absence ou un trou dans le planning, qu'il manque quelqu'un. Et instantanément, toutes les personnes qui sont compétentes et disponibles pour le poste en question vont être notifiées par l'app où avant elles recevaient un SMS et vont pouvoir se positionner en un clic ou en répondant au SMS. Et la personne qui a posté la mission valide, choisit la bonne personne. Donc ça, c'est vraiment le cœur du produit. Et après, entre-temps, depuis, on a développé plein de choses
qui vont au-delà de ça, qui permet de gérer tout l'administratif derrière. On a développé pas mal de connecteurs avec les systèmes d'information hospitaliers, ce qui nous a pris pas mal de temps, mais ce qui est super utile. J'allais en venir là justement, j'avais demandé quelles ont été du coup les principales évolutions de la fonctionnalité de Hublot et à partir de quoi du coup tu as changé tes features, tes fonctionnalités et vis-à-vis de quoi en fait. Du coup, sur quelle base C'est en fait le produit, il évolue en 80-90% sur la base des retours utilisateurs, donc qui nous sont faits au quotidien. Donc avant, c'était assez manuel. Maintenant, on a un process assez clair où l'équipe Customer Success, l'équipe support, elles ont un formulaire, un typeform dans lequel elles remontent le besoin en disant qui l'a remonté, quel était le pain rencontré, quelle est la solution que vous recommandez, idéalement écrite sous forme de user story. Et tout ça, ça vient alimenter ensuite un tableau dans Notion de notre équipe product qui va traiter ces product insights, qui va ensuite, elle, les analyser, les creuser, contacter les clients et étudier, les approfondir, étudier leur pertinence, les affiner. Sachant que les équipes en face du client, Customer Success Support ou Sales, peuvent upvoter certaines fonctionnalités pour les faire remonter dans la roadmap. Et c'est comme ça que naissent les besoins produits. Et après, dans les 10-20% restants, c'est quand même aussi des évolutions fonctionnelles plus majeures qui viennent de la vision que nous, on porte pour le système de santé. Nous, en interne, ce qu'on veut devenir et veut proposer comme solution digitale, et ça vient compléter ce 80% de retour utilisateur. Alors justement, votre équipe produit au sens large, si on prend tech, product, design, comment c'est constitué? Ouais. Il y a combien de personnes? C'est en squad? Ouais. Alors, dans l'équipe engineering, tech, il y a 16 personnes en 4 squads. Enfin, avec CTO et VP engineering, il y a 14 personnes en 4 squads. On a eu une équipe produit ensuite de 2 personnes. Et mon associé Adrien, qui est COO, qui a aussi la casquette de CPO. On a personne qui fait du design, personne, et pas du UX designer. Donc, en fait, nos deux product managers ont un rôle assez large et polyvalent où ils font à la fois les maquettes fonctionnelles et aussi les maquettes, le design. Ouais. Comment est-ce que vous... donc deux product managers, 14 devs, putain, le ratio est quand même solide. Est-ce que... Donc, comment est-ce qu'ils travaillent en fait? Comment est-ce qu'ils travaillent? Est-ce que vous êtes objectivé? Il y a des OKR? Ou alors c'est plus un truc de on prend des besoins, on les priorise? C'est quoi la logique de travail de tes squads? Ouais, il y a des OKR, mais ils sont plus globaux au niveau de l'entreprise et ensuite par grande équipe. Mais la façon dont on travaille l'équipe produit au sens large, il y a les insights produits. Ensuite, la product discovery qui est faite par l'équipe produit au contact des clients et au contact de nos équipes Customer Success, Support notamment. Et ensuite, la façon dont ils travaillent avec l'équipe tech, c'est que chaque product manager est avec 2 squads. Les squads sont plutôt sur des parties bien définies du produit. Et après, un dev peut passer d'une squad à l'autre, mais chaque squad est sur une partie définie du produit. Les product managers, en fait, ils vont écrire les user stories, faire les maquettes fonctionnelles et l'UI. Et ensuite, ils vont présenter ça lors d'un meeting avec la squad identifiée pour développer la fonctionnalité. Alors, on utilise différentes méthodologies. Enfin, moi, je ne sais pas ce qui est commun, ce qui est des vrais méthodos product ou ce qui est interne à nous, mais il y a un fonctionnement en planning poker où on présente la fonctionnalité, un PM présente la fonctionnalité devant la squad. Les devs doivent chacun estimer le temps qui serait nécessaire pour développer ça à l'aveugle. Et celui qui fait l'estimation la plus basse doit la justifier, celui qui fait l'estimation la plus haute doit la justifier. Et on prend une moyenne. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, la fonctionnalité, elle est donnée à un diver, donc une personne dans l'équipe, souvent le squad leader, mais pas forcément.
Donc, personne qui va faire le dive-in. Donc, c'est vraiment la conception et la rédaction des spécifications techniques. Et une fois que ça c'est fait, avec beaucoup d'interactions avec le PM en charge de la squad, qui lui avait fait les spécifications fonctionnelles, ça va être confié à un pitcher, donc à la personne qui va écrire et réaliser la fonctionnalité dans l'équipe tech. Lui aussi qui va avoir des échanges avec le PM au cours du développement, qui va à la fin devoir valider les critères d'acceptation de la fonctionnalité et la montrer au PM, qui va lui aussi la tester avec lui. Enfin, ils vont échanger à la fin. Et il va livrer en fait cette fonctionnalité d'abord à l'équipe PM lors d'une démo. Et enfin, une fois que le PM dit OK, c'est bon, c'est conforme, ça marche, ce qui est important pour nous, c'est qu'on fait une démo devant toute la boîte. Donc dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, soit le squad leader, soit la personne qui a développé la fonctionnalité et le PM font une réunion d'une demi-heure où toute la boîte est invitée, 60 personnes. Et le PM introduit le pourquoi on a fait cette fonctionnalité. Et le tech, l'ingénieur, va présenter, faire une démo de la fonctionnalité. Canon. Enfin, c'est assez complet. Juste rapidement pour finir sur la partie produit, donc la vision, votre vision du produit, où est-ce que vous allez, où est-ce que vous voyez? En fait, il y a 3 grands axes stratégiques et en découle trois composants de produits. Le premier, c'est d'approfondir le produit sur la partie santé. Aujourd'hui, on est sur une niche, on apporte une solution sur une problématique définie dans les établissements de santé, mais il y a plein d'adjacences produits, que ce soit en RH, voire au-delà, qu'on développe sur la base des retours utilisateurs. Donc, approfondir le produit parce qu'on est une boîte produit et on veut le rester, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est se développer à l'international. Et se développer à l'international, ça veut dire adapter ton produit. Aussi international soit-il, il y a des spécificités locales, des enjeux qui nécessitent des adaptations. Donc ça, c'est un deuxième axe stratégique qui a de vraies implications produits. Et le troisième, mais qui est plus préliminaire, qu'on est un peu en train de tester, c'est qu'on a des marchés adjacents à la santé où il y a un intérêt parce que la solution RH qu'on apporte, elle est intéressante et on est en train de les tester avec une vraie approche entrepreneuriale comme à nos débuts où on se dit ce qu'on a fait dans la santé, est-ce que ça ne peut pas marcher sur d'autres secteurs qui sont proches dans le médico-social, dans la restauration collective parce qu'ils travaillent dans les établissements de santé, enfin des trucs Comme un petit adjacents à peu la ce santé. que font Brigade, un petit peu l'application. Non, alors pas tout à fait. Brigade, c'est plutôt que nous, on est un logiciel de gestion des remplaçants internes. Donc, on va seulement gérer les personnes que l'établissement connaît déjà. Alors, Brigade, ils font du sourcing. Ils vont trouver des entrepreneurs, des freelancers, et ils vont les mettre en relation avec des restaurateurs, notamment, qui ne les connaissent pas encore. Donc, Tu vas avoir des problèmes avec Kitry, hein. Tu vas avoir des problèmes avec Skillo. Non, mais pareil, Skello, c'est du planning. Donc, nous, on s'interface au logiciel de planning. Donc, si Skello pouvait travailler dans la santé et équiper les établissements de santé, ce serait pas mal parce que c'est un outil un peu plus moderne que ceux avec lesquels on a l'habitude de s'interfacer. Donc, là aussi, c'est assez complémentaire. Canon. D'accord. Et est-ce que je peux. Enfin, juste peut-être une dernière question sur le produit. Tu fais comment pour fusionner 2 produits? J'imagine que les 2, vous aviez déjà des roadmaps, vous aviez aussi des spécificités, une identité propre. Comment tu fais? Tu prends la force de l'un, de l'autre ou... Enfin, globalement, quand tu fais pour fusionner. Ça, c'est compliqué et on fusionne pas 2 produits. On a fait le choix d'en garder un et de récupérer des fonctionnalités de l'autre et de les développer sur celui qu'on a gardé pour que les clients qu'on va migrer d'un produit à l'autre, parce que c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer, bah, ils retrouvent quand même la majorité de leurs fonctionnalités qui existaient sur le produit qui est abandonné. Donc, on fait le choix de garder un produit et on en abandonne un autre. Cool. On va passer à la partie sur le Covid, puisque j'ai cru comprendre que ça vous a vachement impacté. Ouais, bah, comme tout le monde. mais plutôt, nous, ça nous a impacté. Enfin, je ne sais pas s'il y avait une question spécifique sur le Covid ou si vous voulez. On voulait juste savoir exactement quel a été vraiment l'impact sur l'application en termes business et problématiques aussi technico-fonctionnelles. Et puis, quelles actions, en fait, avez-vous prises face au contexte, du coup? Comment vous vous êtes débrouillé dans l'urgence? Alors, nous, l'impact a été que, comme beaucoup de boîtes,
à ce moment-là, tout a été un peu arrêté et nous, les établissements de santé, ils avaient d'autres choses à faire. Donc, lancer un nouvel outil, ce n'était pas le bon moment. En revanche, tous nos clients qui utilisaient la solution, ça les a énormément aidés pour trouver du personnel au moment où ils en avaient le plus besoin. Donc, ça a plutôt démontré la valeur de notre produit à un moment de tension extrême où la valeur était maximale pour eux. Mais du coup, ce qu'on a fait pendant le Covid, c'est qu'on a totalement détourné notre produit. En fait, on a été contacté par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Les agences régionales de santé, c'est les branches régionales du ministère de la Santé. Et qui avait un peu un besoin produit. C'était aujourd'hui, nous, on a en Île-de-France 2000 établissements de santé. Il y a plein de volontaires potentiels en puissance dans la population qui sont des retraités, des étudiants, des infirmières scolaires, mais les écoles sont fermées, donc qui ont rien à faire, des personnes qui veulent aider, qui ont des compétences juste pour être soignants, par exemple, parce qu'ils ont arrêté, ils se reconvertis, plein de personnes sont reconverties. Et donc, ils nous ont dit, vous ne pouvez pas nous faire ça, vous. Enfin, vous savez, on vous demande un truc comme si vous étiez une SS2I alors que vous êtes une boîte SaaS et ils pensent que votre produit peut s'adapter. Bon, en l'occurrence, on l'a fait. On a pris notre produit et on l'a adapté pour qu'il fonctionne à l'échelle d'une région et que ça puisse être la plateforme qui mobilise tous les volontaires régionaux dans la population et que ce soit mis dans la main on l'a mis dans la main de 6000 établissements de santé en quelques semaines. Et donc, on a construit un produit sur notre produit. C'était un peu une verrue à la fin, donc on a dû arrêter parce que ça nuisait à nos users initiaux et payants. Mais on a fait ça en bossant jour et nuit, littéralement, avec toute la boîte pendant 2 mois. C'était un super projet, honnêtement, incroyable en termes d'engagement. Nous, ça nous a motivés de malade. On a passé un confinement à énormément bosser, mais c'était une vraie réussite. Et voilà, donc on est très content de l'avoir fait, même si ça nous a pris énormément de temps. Ouais, J'imagine que ça a servi quand même après. Ouais. Enfin, je veux dire en termes d'acquisition derrière, enfin, tu vois, de notoriété. On a eu énormément de presse, on a beaucoup parlé de nous dans les médias sur ce sujet-là, mais en vrai, ça n'a pas trop servi en termes d'acquisition. On pensait que ça servirait plus, parce qu'en fait, ça permettait vraiment de faire du sourcing, chose que normalement on ne fait pas. Donc en fait, la valeur qu'on a apportée pendant la crise était différente de la valeur qu'on apporte avec notre produit normalement. Donc même ça a un peu apporté de la confusion dans l'esprit de nos prospects. Ils pensaient qu'après la crise, on allait faire quelque chose qu'on ne fait pas en fait. Mais c'était un vrai projet d'entreprise où on a vraiment eu l'impression de contribuer au cœur de la crise pendant le Covid, plus qu'un vrai truc marketing. Et comment vous gérez la boîte là en termes de gestion RH, tout simplement, là, pendant cette période de Covid? Bon, j'imagine que tout le monde déjà est en télétravail, mais derrière, tu as du chômage partiel. Enfin, tu as gardé toutes tes équipes. Est-ce que ça a changé quelque chose en termes de RH? Non, on n'a pas de chômage partiel. Tout le monde a travaillé. Tout le monde travaille encore parce qu'on a plein de projets. Et même si certains projets sont décalés, c'est quand même mineur là en ce moment. Ça fonctionne bien. Et on est quand même encore en train de finaliser la fusion, l'intégration et migrer les clients tous vers le même produit. Donc, il y a pas mal de boulot. Donc, on a besoin de tout le monde sur le pont en ce moment. Donc, tout le monde bosse en télétravail, évidemment, sauf quelques personnes qui ne peuvent pas bosser de chez elles et qui sont au bureau. Mais on s'en sort bien. Et après, on essaye d'animer l'équipe comme on peut parce que le télétravail, ça isole certaines personnes. On a mis en place un truc sympa, on aime bien, c'est quotidiennement les buddies. Ça va te rappeler le wagon Mehdi, mais il y a des buddies qui sont générés 2 par 2 tous les jours. Dans toute la boîte, on est 60. Et du coup, chaque personne est invitée à appeler 5 minutes son buddy tous les jours, juste pour prendre des nouvelles, pas parler boulot, mais pour prendre des nouvelles, discuter. Et ça permet à des gens qui ne se parlent pas forcément parce qu'ils sont dans des équipes très différentes, qui ne bossent pas ensemble, de se parler. Et c'est assez cool ça. Moi, j'aime bien prendre mes 5 minutes par jour pour appeler mon buddy. On va passer à la dernière partie. Il nous reste 10 minutes sur le recrutement. Donc, est-ce que vous envisagez ces prochains mois, une nouvelle levée de fonds? Et si oui, quelles seront les perspectives business et produits? Déjà, c'était une petite part en parenthèse, entre guillemets. Et bien sûr, avant tout, j'aimerais parler quand même du recrutement. Quel type de profil vous recherchez en priorité?
Et est-ce que c'est primordial? Est-ce que vous en avez besoin? Puis voilà. Pour répondre à ta première question sur la levée de fonds pour 2021, c'est une option. On n'a pas encore décidé. On a une croissance assez saine. On n'a pas forcément besoin de lever des fonds. On n'est pas rentable, mais on pourrait atteindre la rentabilité d'ici 12 mois. Et si on lève des fonds, c'est pour vraiment accélérer, mettre un paquet et aller encore plus vite qu'aujourd'hui. Mais on a quand même une belle croissance déjà. Donc ça, c'est pas encore décidé. Côté recrutement, bah, comme tu le faisais remarquer, Mehdi, on a peut-être besoin d'un peu plus de PM. Mais on va recruter un PM en plus début d'année, enfin au cours du Q1 2021, ça c'est prévu. Et ensuite, ça va continuer parce que l'équipe tech va croître, les besoins produits ne font qu'augmenter. Alors justement, ouais, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, dis-moi. Ouais, justement, sur le recrutement, ça nous intéresse encore plus la partie produit. Donc là, recrutement de PM à venir, quel profil tu vas rechercher? Pour l'instant, nous, dans l'équipe, comme je disais, il n'y a pas d'UX, pas d'UI. Donc, c'est plutôt des PM full stack, on va dire. Ça pourra changer, mais pour l'instant, c'est l'approche qu'on a. Et si on veut rajouter de l'UI, du design, ce sera dans un premier temps en freelance pour un peu tester nos attentes et ce dont on a besoin. Donc, le prochain PM qu'on recherchera, ce sera ça, quelqu'un d'assez polyvalent. En revanche, il y a 2 axes produits sur lesquels on a besoin d'insister un petit peu et qui sont moins traités que d'autres aujourd'hui. C'est la partie analytics, donc vraiment mesurer l'impact de nos fonctionnalités, à quel point elles sont utilisées. Donc, tout ce qui est conception de l'analytics et ensuite suivi et interprétation dans le produit. Et après, aujourd'hui, notre équipe, dans nos 2 PM, il y en a un qui a plus une appétence sur l'optimisation du core product. Donc, la personne qu'on va recruter, il faut plus qu'elle ait une appétence sur la partie diversification, nouvelles fonctionnalités et comment on va toucher des clients plus largement, notamment dans d'autres pays. Ouais. Et en termes dans les profils que tu recherches, en termes d'expérience, de seniorité, de compétences aussi, qu'est-ce que tu vas valoriser en priorité? On va rechercher probablement quelqu'un avec... en termes d'expérience, formation, on n'est pas... c'est vraiment au cas par cas. On n'a pas des critères super clairs et on regarde assez largement. On cherche plutôt les bonnes personnes par rapport à nos critères. Nos critères, c'est classique, des personnes qui ont les compétences pour être PM, mais surtout, je pense en plus, nous, ce qu'on aime bien chez Hublot, c'est des gens super rigoureux. Donc, pour le coup, on est très rigoureux et les gens pas rigoureux, on n'aime pas. Personne n'aime, mais en général, on n'aime vraiment pas. Des gens qui sont data-driven. On est une boîte de 60 personnes, mais on a quand même une équipe de data de 4 personnes. Ouais. Alors qu'on ne fait pas du big data ou quoi que ce soit, mais juste parce que toutes les décisions qu'on prend dans la boîte doivent être prises sur base de données et de données, d'éléments quantifiés. Troisième aspect qui est important pour nous dans le recrutement de PM, c'est des personnes qui soient aussi d'excellents communicants à l'écrit comme à l'oral. Parce qu'on veut garder cette culture produit en interne et la diffuser. Donc ces personnes puissent parler du produit, communiquer en interne et s'assurer que dans la boîte, notamment les équipes Sales, Customer Success, Support, soient tous des experts produits aussi. Et pour qu'ils soient des experts produits, il faut qu'ils soient bien formés. Et donc, c'est aussi le rôle de l'équipe PM. Ouais. Et voilà, en fait. C'est les trois points. Puis après, nos valeurs, je pense qu'ils peuvent traduire un peu aussi qui on est, ce qu'on recherche. C'est l'audace, l'humilité, la convivialité et l'esprit d'équipe. Canon. Ma préférée étant l'humilité. Ça ne m'étonne pas. Canon. Ok, canon. On va... Je ne sais pas s'il y a quelques questions qui veulent, quelques gens qui veulent prendre la parole, poser des questions sur tous ces aspects, voire d'autres. Antoine, on a encore 5 minutes avant de conclure tranquillement. Donc vraiment, c'est votre moment. En plus, on n'est pas très nombreux. Vous pouvez même prendre la parole comme Fab, il n'y a pas de souci. Ok, je vais commencer par une petite question.
En termes de métriques, c'est la question que je posais tout à l'heure, combien de clients, entre guillemets, comment ça se répartit entre les utilisateurs, les acheteurs, voilà. On a 1500 établissements clients, donc des hôpitaux, cliniques et EHPAD, et on a 200 000 utilisateurs, donc à peu près 190 000 professionnels qu'on appelle remplaçants et à peu près 10 000 admins, parce que dans la plateforme, il y a les remplaçants et les admins. Donc les admins étant les cadres de santé, les RH, les équipes de direction, et les remplaçants étant tous les professionnels de santé, infirmiers, aides-soignants en particulier, qui sont les deux métiers les plus représentés. Tout est bon. Une autre question? Eh ben, tac, tac, tac. Oui, bonjour, j'ai une question. Ouais. J'avais une question, c'est avant de créer un petit peu Hublot et tout le mindset autour, est-ce que vous êtes passé par des sociétés, des gens qui vous ont aidé un petit peu à monter tout ça, à monter cette startup? Non, pas vraiment. Ouais, on l'a vraiment fait, on l'a fait nous-mêmes. Alors, il y a eu ce travail au tout début de MVP dans le cadre du wagon, puis la réflexion, le travail qui a été fait collectivement dans un startup week-end pendant un week-end. On a quelqu'un qu'on a rencontré qui nous a aidé à faire un peu le design initial, qui avait fait notre premier logo en quelques jours. Mais c'est à peu près tout. Sinon, on a vraiment tout fait nous-mêmes et tout internalisé. Et là, on commence à peine. Aujourd'hui, on a fait appel il y a un mois à un prestataire externe pour développer un truc tech un peu à part du produit. Mais jusqu'à présent, on a été très frileux à externaliser. On a vraiment toujours tout fait en interne, quelle que soit la partie du métier. Canon. Est-ce que toute la santé est en train de se digitaliser? Ouais, ben, complètement. En fait, après, le Covid force un peu les choses puisque chacun est chez soi et donc ils sont un peu obligés de se digitaliser. Mais il y a quand même une vingtaine d'années de retard en fait, dans les établissements de santé par rapport à d'autres secteurs. Je ne sais pas à quel point le chiffre est fiable, mais j'entendais qu'en moyenne, les établissements de santé investissent moins de 1% de leur budget dans du numérique ou des outils digitaux. Ah ouais. Alors qu'il y a d'autres secteurs, enfin pour des startups super digitales, tes coûts d'outils digitaux, c'est parfois jusqu'à 15% de ton budget. Donc en fait, la marge de manœuvre est encore énorme. Mais ça commence. C'est le bon moment pour se lancer. Ce sera le mot de la fin. C'est le bon moment pour se lancer. Youssef, si tu peux juste nous repartager tes slides, s'il te plaît. Merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup, Antoine. Vraiment canon. À chaque fois, c'est un vrai plaisir. Ouais, on va conclure tranquillement ce talk. Je voulais vous parler Ouais, déjà, pour ceux qui sont toujours là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous mettre votre avis sur le talk entre 0 et 5 ? Et si vous voulez nous mettre un petit feedback, allez-y, mais juste cette note, déjà, ce sera cool. Entre 0 et 5, ce sera canon. Merci beaucoup. Sur Maestro, ouais, en 2 mots, Maestro, donc c'est un bootcamp qui dure 7 semaines. Je vais se passer à la slide si tu veux, Youssef, et qui forme au product management très très moderne avec beaucoup de discovery, de strat product et puis évidemment de la delivery. On a aussi des projets de groupe assez poussés à la fin et des intervenants qui sont vraiment canons. Du coup, on est sur du 80-20, 80% de pratique et 20% de théorie. Et c'est la slide suivante, Youssef, normalement. Yes. Non. D'abord, oui, effectivement, l'objectif de ce bootcamp, c'est vraiment de vous préparer à fond sur du métier de product, de booster votre compréhension du product et voilà, comme je disais, de construire une web app ou une app mobile d'ailleurs, mais un truc qui va vraiment renforcer votre portfolio. On fait beaucoup d'études de cas tous les jours. On a des intervenants canons, effectivement, qui viennent tous les jours, qui sont hyper bienveillants. C'est un format intime, donc c'est un accès direct à ces intervenants. Vous pouvez poser énormément de questions. C'est vraiment sympa comme approche. Ouais, on a beaucoup de webinars qui arrivent. Là, sur le mois prochain, on en a une quinzaine. Donc voilà, stay in touch. Il y en a vraiment beaucoup là cette semaine. Si ça vous intéresse, il y a un webinar sur le product design avec Arthur de Shipeo et un autre sur le premier rôle de PM.
Donc là c'était très spécifique. On testait un format entrepreneuriat. Tu es le premier, Antoine, à passer. Et je pense qu'on le refera parce que franchement, on apprend beaucoup de choses. Et dans le métier du product, il y a de l'entrepreneuriat. Et puis, sinon, voilà, moi, sur un ton un petit peu plus personnel peut-être, et c'est la slide suivante normalement, je fais du recrutement de product manager. Donc, je gère Maestro, mais je fais aussi à côté, j'ai ma petite boîte de recrutement de product manager où je bosse avec plus de 600 PM et j'ai bossé avec plus de 80 startups. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ça s'appelle The Product Crew, media@theproductcrew.io. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous mettre la toute dernière slide. Et si vous êtes intéressé, que ce soit par Maestro ou par du recrutement, n'hésitez pas, vraiment chaud pour échanger. Voilà, c'était la petite annonce de la fin. Merci encore, Antoine. Merci beaucoup. Merci à vous, avec plaisir. Merci, Antoine. Merci beaucoup. Et Merci, bonne soirée à tous. Et à bientôt. Bonne Et merci, soirée. Youssef. Que des 5. Oh là 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 là. 6 sur 5. Waouh. Ouais. Ça, c'est mes cheveux, ça.